Bienvenue à la révision du module 3. Je m'appelle Michelle et je serai votre facilitatrice pour cette formation en ligne intitulée Introduction au programme de parrainage privé des réfugiés. Donc, comme d'habitude, pour commencer avec une question de réflexion, pourquoi est-il important que les groupes de parrainage présélectionnent les réfugiés? Donc, pourquoi le prédépistage? Pourquoi est-il important qu'ils sélectionnent les réfugiés dans le cadre du parrainage privé des réfugiés? Maintenant, commençons la révision du module 3. Dans le cadre du parrainage privé, le groupe de parrainage peut être composé de citoyens canadiens, de résidents permanents ou des Indiens inscrits. Ils doivent aussi résider dans la même communauté où les réfugiés s'installeront. Ils doivent avoir au moins 18 ans et disposer de la capacité suffisante, donc ça veut dire la capacité financière suffisante pour soutenir les réfugiés et d'un nombre suffisant de personnes pour fournir une aide pratique et quotidienne pour l'établissement de ces réfugiés. Donc, comme vous l'avez déjà vu, les groupes de 5 et les répondants communautaires sont limités par l'exigence du document de détermination de statut de réfugié. Les signataires d'entente de parrainage sont limités par leur allocation. Donc, ils sont plafonnés à environ l'année passée, en 2025, ils étaient plafonnés à 10 800 personnes qui pouvaient parrainer en 2025. Donc, ça, c'était pour tous les signataires d'entente de parrainage au total, pas pour chaque signataire. Donc, il y a plusieurs intervenants qui sont impliqués dans le programme de parrainage privé des réfugiés, en plus des groupes de parrainage, bien sûr. Et nous avons IRCC, qui comprend plusieurs services avec lesquels vous pourriez correspondre. Donc, il y a les centres d'opération de réinstallation Ottawa. Il y a les agents de migration à l'étranger, donc les bureaux de migration à l'étranger. Il y a une équipe de coordination des mouvements. Il y a une équipe de garantie des services de réinstallation. Il y a aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc le HCR, et l'Organisation internationale pour les migrations. Nous avons aussi l'Association des signataires d'entente de parrainage. Donc, ils ont une équipe du personnel et un conseil du CEP. Et nous avons aussi le Conseil canadien pour les réfugiés. Peut-être vous avez entendu parler du CCR. Donc, c'est le Conseil canadien pour les réfugiés. La définition d'une unité familiale est différente de ce que nous considérons habituellement. Donc, IRCC n'autorise que les membres de la famille immédiate à être inclus dans une seule demande générique et seulement certains enfants à charge peuvent être inclus. Donc, il y a le conjoint marié ou bien le conjoint de fait, donc l'époux, l'épouse ou conjoint de fait du demandeur principal. Parce que pour le Canada, la polygamie n'est pas légale. Donc, c'est-à-dire la bigamie, la polyandrie et la polygynie, ils ne sont pas légales ici au Canada. Et c'est parce qu'il est contraire à la loi et aux valeurs du pays sur l'égalité et les droits individuels. Donc, lorsque les réfugiés demandent la résidence permanente, le Canada ne reconnaît que le premier mariage et n'accepte pas légalement les autres conjoints supplémentaires. Donc, si une personne a, disons que si une personne a 3 ou 5 femmes, ils ne vont pas accepter
légalement les conjoints supplémentaires seulement le premier mariage. Donc, cette règle garantit le respect des lois canadiennes, en particulier sur le mariage et l'égalité. Les enfants à charge non mariés de moins de 22 ans peuvent aussi être inclus. Donc, une fois qu'un enfant à charge se marie, il doit soumettre sa propre demande, même s'il a moins de 22 ans. Donc, les enfants à charge non mariés de moins de 22 ans peuvent être inclus, mais dès qu'ils sont mariés, même si moins de 22 ans, ils doivent être dans leur propre demande. Les enfants à charge, donc les enfants moins de 22 ans qui sont non mariés peuvent être inclus, et les enfants adultes à charge qui présentent une incapacité médicale ou physique, donc survenue avant leurs 22 ans et qui restent dépendants de leurs parents à cause de cette incapacité. Donc, si vous avez un frère ou une sœur ou un oncle, malheureusement, ils ne peuvent pas être inclus. C'est seulement la liste que vous venez de voir. Donc, seulement l'époux et l'épouse, le conjoint de fait et les enfants à charge qui ont moins de 22 ans, qui ne sont pas mariés, ou bien qui ont une incapacité physique ou mentale. Donc, il existe deux catégories pour qu'un réfugié parrainé soit admissible. Donc, il y a une catégorie des réfugiés selon la Convention à l'étranger et la catégorie des réfugiés dans le pays d'asile. Donc, la première catégorie des réfugiés à l'étranger, ils ont une crainte qui est fondée de persécution, fondée sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social particulier, donc soit à cause de leur orientation sexuelle ou genre, ou les opinions politiques. La deuxième catégorie des réfugiés dans le pays d'asile, c'est là où ils sont gravement ou personnellement touchés par une guerre civile, un conflit armé ou des violations massives des droits humains. Donc, ils ne sont pas toujours ciblés, mais leur vie est en danger à cause des conditions du pays. Donc, cette catégorie tient compte de la situation générale du pays et de la façon dont elle affecte la personne. Donc, quand une personne est admissible, les membres de sa famille sont également admissibles. Donc, la personne, le répondant principal doit être admissible. Donc, si une personne est admissible, les membres de sa famille sont également admissibles. Donc, ça veut dire aussi que de l'autre côté, si certaines personnes ne sont pas admissibles dans une catégorie, elles sont évaluées dans l'autre. Donc, lorsqu'on dit gravement touché, cela signifie qu'on a été privé de droits fondamentaux pendant un certain temps. Donc, ça veut dire droit à la vie, liberté contre la torture, l'esclavage ou l'emprisonnement pour dette, la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de religion, droit à être reconnu comme personne devant la loi. Donc, c'est ça qu'on dit que la personne a été gravement touchée. Une personne est considérée comme admissible au parrainage privé si elle a un groupe de parrainage au Canada. Si la personne se trouve à l'extérieur de son pays d'origine, si la personne n'est pas encore au Canada, parce que dès que vous arrivez au Canada, ça c'est un autre programme là où vous allez faire une demande d'asile, demande de réfugié. Mais donc dans ce cadre du programme de parrainage privé des réfugiés, la personne doit toujours être à l'extérieur du Canada. Il ne veut pas ou ne peut pas retourner dans son pays. Il ne peut pas s'intégrer localement. Donc, souvenez-vous que c'est l'une des 3 solutions durables considérées par le HCR. Donc, dans ce cas, une des critères d'éligibilité, ça veut dire que c'est impossible pour la personne de s'intégrer dans le pays local. Ils n'ont pas d'autres offres de réinstallation ailleurs. Ça veut dire que même s'ils ont envoyé une demande quelque part d'autre,
ils n'ont pas encore reçu d'offre de réinstallation. Et ils doivent aussi répondre à la définition, soit la définition de convention de la catégorie des réfugiés à l'étranger ou du pays de la catégorie d'asile. Une autre exigence est que la personne que vous parrainez doit pouvoir s'établir au Canada dans un délai raisonnable. Donc, cependant, celles qui sont considérées comme ayant une vulnérabilité accrue, comme les femmes et les filles à risque, les personnes en situation de handicap ou celles qui nécessitent une protection urgente, sont exemptées de cette évaluation d'une année. Donc, sauf en cas de risque accru de vulnérabilité. Les vérifications d'admissibilité. Donc, ces vérifications garantissent que les réfugiés répondent aux exigences de santé, de criminalité, de sécurité avant de venir au Canada. Donc, en plus du répondant principal, chaque membre de la famille sera aussi évalué et doit aussi recevoir les vérifications d'admissibilité avant d'être approuvé pour la réinstallation au Canada. Donc, si une personne est jugée inadmissible, tous les membres de la famille le sont également, car le Canada estime qu'il est préférable de garder les membres de la famille ensemble. Donc, ils ne peuvent pas amener seulement un membre et laisser les autres derrière. Donc, le Canada souhaite vraiment de garder les membres de la famille ensemble. Donc, ces vérifications incluent l'examen médical. Donc, c'est là où les réfugiés ils sont en train de voir avec les réfugiés, donc s'ils ont des conditions médicales qui peuvent poser un risque pour la santé publique ou la sécurité au Canada, comme par exemple la tuberculose. Donc, ils ne sont pas évalués pour des conditions susceptibles de surcharger les services de santé canadiens. Il y a aussi le contrôle de criminalité. Donc, ce contrôle garantit que les réfugiés n'ont pas de casier judiciaire. Ils ne sont vérifiés que pour des crimes ayant une infraction équivalente ici au Canada. Donc, par exemple, il y a certaines activités qui peuvent être criminalisées dans certains pays, mais ne sont pas considérées comme un crime ici au Canada. Troisièmement, on a le contrôle de sécurité. Donc, cela assure que les réfugiés n'ont pas été impliqués dans des conflits armés, des groupes terroristes, des activités subversives, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des actes terroristes ou un génocide. Et si les vérifications d'admissibilité sont satisfaisantes, IRCC va approuver leur résidence permanente pour la réinstallation au Canada. Donc, il est essentiel de comprendre les exigences pour être accepté pour la réinstallation dans le cadre du programme de parrainage privé du Canada, afin d'éviter de susciter de faux espoirs. Donc, on peut même commencer petit à petit en posant ces questions aux réfugiés pour voir s'ils seront acceptés pour la réinstallation. Donc, il incombe aux répondants de présélectionner réfugiés pour lesquels ils envisagent de présenter une demande de parrainage. Vous pouvez voir l'éligibilité. Donc, pour tous les groupes de parrainage, les membres du parrainage, il faudra vérifier s'ils répondent à tous les critères. Pour les réfugiés, il faudra vérifier si les personnes à l'étranger sont en dehors de leur pays d'origine et ils répondent aux autres critères nécessaires. Si vous faites une demande avec le groupe de 5 au répondant communautaire, il faudra être sûr que la personne a le document de statut de réfugié et être sûr qu'il n'y a pas de chance de solution durable, donc le répatriement volontaire, une intégration locale ou resettlement pour les réinstallations pour la personne. Il faudra aussi voir l'admissibilité. Donc, est-ce que le réfugié ont des problèmes médicaux? Est-ce qu'ils ont des antécédents criminels?
ou militaire, activisme ou régime. Donc, vous pouvez utiliser ça pour vous poser des questions ou bien même avoir une conversation avec les réfugiés pour voir est-ce qu'ils répondent à tous ces critères avant même de lancer la demande. Juste un petit mot sur les refus de demande. Les motifs de refus à l'étranger sont vraiment divers. Donc, il y a l'inéligibilité. Donc, le plus souvent, les refus sont fondés sur le non-respect des critères d'admissibilité. Donc, autrement dit, l'agent des visas a conclu que le demandeur d'asile répondant au principal ne répondait pas à des définitions de réfugiés installés selon la loi et le règlement. Parfois, c'est aussi à cause de l'inadmissibilité. Donc, certains demandeurs d'asile sont déclarés inadmissibles car ils n'ont pas réussi les contrôles médicaux, criminels ou de sécurité. Parfois, ce sont des problèmes de crédibilité. Donc, l'agent des visas peut ne pas avoir conclu que l'histoire du réfugié était véridique ou crédible. Donc, ça veut dire le demandeur principal ou demandeur d'asile peut ne pas avoir convaincu l'agent des visas que son histoire exprime une crainte fondée de persécution ou l'agent des visas peut soupçonner que l'histoire est exagérée ou inexacte. Parfois, le refus de demande, c'est à cause des changements de conditions du pays. Donc, les demandes peuvent également être rejetées en raison d'un changement des conditions du pays qui remet en question la nécessité d'une réinstallation au Canada. Donc, les changements comme le renversement d'un régime répressif ou l'accession à l'indépendance du pays d'origine du réfugié peuvent être des facteurs susceptibles de persuader un agent des visas de rejeter une demande de parrainage fondée sur la perspective d'un retour volontaire. Finalement, nous avons aussi les solutions durables. Donc, de même, si le demandeur principal est bien intégré dans le pays d'asile ou s'il a une autre option pour se réinstaller dans un autre pays tiers, donc un agent des visas va rejeter cette demande de parrainage sur la base d'une autre solution durable. Donc, c'est-à-dire soit l'intégration locale ou la réinstallation. Donc, juste un petit mot pour ajouter sur l'équité procédurale. Nous avons récemment appris de la part d'IRCC que l'équité procédurale peut en fait se dérouler lors de l'entretien lui-même, où l'agent peut demander au demandeur principal de clarifier ou de fournir des informations supplémentaires afin de répondre aux préoccupations qu'il pourrait avoir. Donc, parfois, l'équité procédurale peut ne pas être sous forme de lettres, c'est souvent parfois dans l'entretien. Donc, même si de nombreux pays signataires sont réputés offrir des recours internes aux réfugiés résidant sur le sol, malheureusement, certains pays signataires de la Convention de 1951 sur les réfugiés ou du protocole de 1967 ne peuvent protéger efficacement les réfugiés sur leur territoire. En général, les pays européens et les autres pays démocratiques occidentaux sont présumés avoir des mesures de protection sûres et efficaces lorsqu'il n'y a pas de menace de refoulement. Cependant, un groupe de parrainage peut soumettre un parrainage pour un réfugié dans un pays signataire s'il peut prouver que la réinstallation est vraiment la seule solution durable. Donc, pour qu'un bureau canadien des visas examine la demande d'un réfugié qui réside dans ce pays, le demandeur doit fournir la preuve d'un verdict de rejet sans appel et aussi inclure la décision détaillée des autorités locales de l'immigration qui ont refusé l'asile dans ce pays. Le taux d'acceptation a été inférieur à 5%, donc cependant il faut faire une demande de parrainage pour retarder l'expulsion en attendant le résultat de la décision de parrainage au Canada. L'abus domestique est également pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un pays particulier
offre des mesures de protection sûres et efficaces pour les réfugiés. Et on arrive à la fin, donc c'est la fin de la session. Comme d'habitude, si vous avez des questions supplémentaires, veuillez nous envoyer un courriel. Voici notre adresse courriel de contact. Et les réponses sont envoyées du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure de l'Est. Merci beaucoup et bonne continuation en cours. À la prochaine.